Bonjour, bienvenue dans Sans Concession. Nous sommes à quelques minutes du départ du 83e Bol d'Or. On va aujourd'hui parler sécurité grâce à Club 14 et AXA Assurance. Nous aurons de nombreux invités qui débattront de ce sujet important qui est la sécurité au milieu de nos chroniques habituelles bien évidemment. Sans Concession, nouvelle émission, c'est parti. Venez avec moi, je vous emmène. Nous sommes donc au cœur du village de ce 83e Bol d'Or. On est accueillis au sein de la structure du Club 14 qui accueille également un Motolab. On en reparlera dans quelques instants. Et je suis avec Serge Morelli et Gilles Hamp. Serge Morelli, vous êtes le président du Club 14. Alors c'est une belle initiative, toutes ces structures et ce Motolab. Pourquoi cette présence ici? On sait que vous êtes partenaire du Bol d'Or, mais qu'est-ce qui vous a poussé à justement étoffer autour de ces innovations de la moto sur ce Bol d'Or? Simplement, je rappellerai la signature de Club 14, qui est assez simple. Quand on aime la moto, c'est pour la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le volet passion et il y a le volet se protéger, le volet prévention. Et ça existe depuis la création de Club 14 en 1981. Alors après, on surfe sur les temps modernes, j'allais dire, où effectivement, on a décidé d'accompagner un certain nombre de startups pour qu'elles puissent faire la promotion de leurs innovations en matière de sécurité. Alors, vous êtes également partenaire du Bol d'Or, vous êtes également partenaire de Gilles Hamp qui a son écurie en Bol d'Or classique. Gilles Hamp, on ne le présente plus, hein. Vous êtes un pilier de ce Bol d'Or classique. Par contre, Gilles, petite nouveauté, vous avez décidé, entre guillemets, j'allais dire de vous mettre hors retrait, c'est pas tout à fait ça, c'est que vous êtes le team manager maintenant et vous laissez Christian Aquin aux commandes avec Christophe Charlartic, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Oui, à un moment, il faut savoir passer de l'autre côté de la barrière. C'est ce que j'ai fait après notre victoire au Bol d'Or Classique 2011. Donc depuis le 2011, je gère le Hamp Racing Team. Alors Serge, avec Gilles, comment ça s'est monté ce partenariat? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été dans l'intérêt et le soutien de ce team? Je ne me souviens plus de la date à laquelle on a passé ce partenariat. Et puis on va essayer de ne pas se vieillir avec Gilles. Mais ça fait de nombreuses années. Pourquoi? Parce que là, on est sur le volet passion de Club 14. Et ce volet passion, on l'entretient en particulier sur les motos de collection, parce que nous, c'est quelque part l'âme des motards. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde de la moto, des utilisateurs de deux roues, vous avez des fonctionnels et des gens qui restent passionnés. On continue de soutenir, nous, les passionnés. Et les vrais passionnés, finalement, c'est aussi ceux qui roulent sur des machines de compétition anciennes. Et je remercie beaucoup Gilles, après de nombreuses années, parce qu'il a été champion, il est très modeste, Gilles. Peut-être une des raisons pour lesquelles c'est que tu es devenu trop grand pour les motos aussi. Oui, non, mais à un moment, il faut passer la main. Et puis, il y a des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui roulent sur les motos classiques. Et puis bon, on est quand même nombreux dans l'équipe. Il y a 20 personnes dans le team. On engage 2 motos aux couleurs Club 14. Donc c'est une petite entreprise, on va dire. Alors Serge, vous parliez de passion, de motivation, de sport. Moi j'ai une question à vous poser tous les deux. J'espère que vous avez suivi l'actualité. Vous y avez cru ou pas à la victoire de Fabio Quartararo la semaine dernière à Misano? Gilles? De toute façon, c'est indéniable, c'est un champion. Donc tout le monde l'a vu. Il est extraordinaire. Il est quasi au-dessus du lot. Et d'ailleurs, Marc Marquez dit que c'est son successeur. Serge? Moi, c'est simple. Sono italiano et je ne pouvais que croire en lui. Bon, alors on va faire une petite pause. On va se tourner vers l'actualité de la semaine. On regarde cette actualité sous forme de top et flop et on revient tout de suite ici, au cœur du village, dans la structure du Club 14. Club 14, le spécialiste de l'assurance moto, vous propose de découvrir l'actualité dans la rubrique Top Flop. Impossible de ne pas commencer par la superbe course de Fabio Quartararo à Misano. Après avoir mené la course et la vie dure à Marc Marquez pendant quasiment l'intégralité du Grand Prix, Fabio s'est incliné à 4 virages du drapeau à damier. À n'en pas douter, sa première victoire en Moto Grand Prix ne devrait pas tarder. Serge Martin, notre confrère, nous a livré la semaine passée sur l'antenne de France Info une chronique très instructive sur le boom du marché et des manifestations de motos anciennes et custom. Simple et sans parti pris, voilà qui fait plaisir.
Un C'était mieux avant radiophonique, validé bien évidemment par notre Jean-Louis Basset national. Chaque année et depuis 1984 se déroule à Arrête dans les Pyrénées-Atlantiques une épreuve comptant pour le championnat de France de montée impossible, course organisée par le motoclub d'Arrête. Ça donne vraiment envie d'y assister. Pour terminer, on revient un instant sur un top de la semaine dernière qui nous a vraiment trop plu, avec le chien de l'Australien McNeil qui n'a visiblement pas froid aux oreilles. Dans les flops, si l'on se réjouissait de la chronique de Serge Martin sur France Info, que dire en revanche du reportage à charge, diffusé au journal de 20h de TF1 le mercredi 11 septembre, sur le bruit insupportable des deux roues motorisées équipées d'échappements non homologués. S'il est vrai qu'il faut limiter les comportements excessifs, la journaliste a juste oublié de prendre en compte l'ensemble des nuisances sonores de la capitale. Affligeant. Dommage, c'était une belle initiative, mais malheureusement cette année le bol de bronze n'aura pas lieu. En accord avec la Fédération française de motocyclisme, la Rivière Organisation a décidé de reporter cette première édition. Réservée aux 14-25 ans, cette épreuve d'endurance de 2 heures sera donc au programme du Bol d'Or 2020. On a hâte. Voilà cette actualité, les tops et les flops, marqués évidemment il y a quelques heures, pourrait-on dire, par cette annonce qui a surpris tout le monde, ce coup de tonnerre, à savoir le limogeage pur et simple de Johann Zarco chez KTM. Il s'était mis d'accord avec les responsables de la marque autrichienne pour finir la saison et abréger son contrat de 2 ans à la fin de l'exercice 2019. Et finalement, le coup de tonnerre est tombé mardi. On a annoncé, Gilles, peut-être que vous l'avez suivi également, que Johann Zarco ne serait même pas à Aragon ce week-end. Vous en pensez quoi de la situation de Johann Zarco et de cette affaire ? Je pense de toute façon qu'il l'a dit clairement, il n'est pas bien sur la moto, il ne se fait pas plaisir, il ne prend pas de plaisir à rouler, donc il a mis il a donc quitté KTM, mais je pense de toute façon qu'il avait plus envie de rouler sur cette moto. Donc KTM s'en est rendu compte et lui ont demandé de partir. On en revient un peu, Serge, alors sans prendre parti sur ce problème Zarco. On espère évidemment que Johann rebondira rapidement. Il y a des rumeurs qui font état de certains contacts. On verra ce qu'il en est réellement à la fin de la saison. Mais on est dans cet univers de passion, Serge. Alors sans prendre position évidemment sur ce cas Zarco qui nous inquiète malgré tout. La passion, on le voit, ça peut être très positif mais aussi très négatif. Mais pour vous, au niveau du Club 14, c'est vraiment votre moteur dans toutes les actions que vous faites. On le voit derrière vous, il y a de la formation, il y a de l'encadrement. C'est un puissant fond, on pourrait dire, la passion. Ça fait 40 ans que ça dure. Club 14 a été créé par des passionnés de moto, au tout début où les motards n'arrivaient pas à s'assurer. Et cette passion nous anime encore. On le fait en accompagnant la compétition moderne. On voit notre présence sur le Bol d'Or. La compétition sur des anciennes, parce qu'encore une fois, je crois que c'est un vecteur de passion qui est formidable. Et on accompagne aussi nos adhérents, par exemple sur des stages sur des circuits. Ça, c'est vraiment le premier volet. Mais on veut que cette passion perdure dans le temps. Et pour qu'elle perdure dans le temps, il faut qu'on agisse en matière de protection et de prévention. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Motolab. Et on va être un acteur majeur de l'équipement aussi de nos adhérents en gilet airbag dans les années qui viennent. Ouais, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au cœur de l'action de Sans Concession, à savoir l'essai qui nous est proposé par Johan Genouvrier. Salut à tous, nous sommes ici dans la magnifique région de Toulon, les petites routes du sud de la France, pour essayer la dernière nouveauté de Mandello del Lario, la fameuse Moto Guzzi V85 TT. Un trail ambiance néo-rétro, tout aussi moderne à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais avec un look vintage bien travaillé. Alors sur cette V85 TT, le look est soigné, les coloris aussi. On a ce magnifique réservoir très échancré, très creusé. Le fameux bicylindre en V longitudinal, la marque de fabrique de Moto Guzzi, qui est ici en 850 cm3, un moteur dérivé de la V9 Romer. Et on a à l'arrière le fameux cardan, la transmission par cardan qui est devenue une marque de fabrique chez Moto Guzzi et qui reste encore actuelle sur les modèles modernes. Donc ce fameux V-Twin tiré de la Romer fait dorénavant 80 chevaux, et 80 chevaux qui sont exploitables
de 3000 tours à la zone rouge qui est aux alentours des 7700 tours minute. On a un moteur qui est certes moins coupleux que d'habitude sur une moto Guzzi, mais beaucoup plus efficace dans les hauts régimes. C'est d'ailleurs très surprenant. On atteint des vitesses assez hallucinantes. Donc un moteur certes de conception classique à la base, mais qui a la chance d'être combiné avec un traction control déconnectable, ainsi qu'un ride-by-wire qui permet de gérer plus facilement l'accélération, et un mapping auquel on a accès sur le petit écran TFT qu'on a en guise de compteur. On a le choix entre 3 programmes. Le programme Road, pour la conduite sur route tout simplement, le programme Off-Road, qui permet de réduire l'ABS à l'avant et de le couper complètement à l'arrière, ce qui est plutôt efficace sur piste comme on a pu l'essayer aujourd'hui. Et enfin un mode pluie qui permet de gérer beaucoup plus facilement l'accélération sur les sols humides, voire très glissants. On a un freinage signé Brembo qui est très efficace, qui est plutôt progressif, qui ne manque pas nécessairement de mordant, mais qui est très doux à l'attaque. On a une suspension qui travaille parfaitement, une fourche plutôt souple au début et qui montre une certaine fermeté lorsqu'on attaque les routes bosselées, les petits virages. Un mono-amortisseur réglable à l'arrière en plusieurs positions qui permet d'adopter le réglage optimal en fonction du poids et du gabarit du pilote. En gros, cette moto est à la fois très facile à prendre en main et aussi très sympathique pour ceux qui veulent un petit peu monter dans les tours. Le moteur ronronne comme il faut, l'échappement a été travaillé dans le sens de la sonorité plutôt vintage. Bref, on a une moto polyvalente, à l'aise partout et en plus proposée à un prix plutôt intéressant puisque à 11 690 €, la moto Guzzi V85 TT se montre plutôt intéressante vis-à-vis de la concurrence. Merci à Johan pour cet essai de cette nouvelle moto Guzzi. On accueille maintenant un nouvel invité, Sébastien Gimbert. Alors Sébastien, on parlait du cas Johan Zarco et du coup de tonnerre qui lui est tombé sur les épaules en début de semaine. Vous aussi, vous avez vécu un sacré coup de tonnerre il y a quelques semaines de ça, avec l'arrêt pur et simple de la 111. Vous auriez dû normalement participer à ce bol d'or. Pour votre dernière course, vous aviez décidé de boucler la boucle après plus de 20 ans sur les circuits. Comment vous l'avez vécu et aujourd'hui, même si vous êtes présent, on en reparlera pour d'autres activités dans le cadre de ce bol d'or, dans quel état d'esprit êtes-vous? Non, mais l'état d'esprit, forcément, c'est frustrant, hein. Il y a mes petits copains qui sont en train de rouler, donc pour moi, c'est sûr que c'est pas très simple. Maintenant, j'ai fait suffisamment de bol d'or aujourd'hui pour passer l'éponge un petit peu sur celui-là. C'est vrai que j'aurais aimé faire une belle fête pour la fin de ma carrière ici. Ça aurait fait ma 20e participation. Et j'avais tout prévu pour, donc c'est sûr que ce n'était pas prévu au programme d'arrêter bien avant. Alors aujourd'hui, Seb, on vous accueille non pas entre guillemets en tant que pilote, mais en tant qu'encadreur, puisque vous avez créé votre école qui s'appelle la Race Experience School. Vous encadrez des jeunes, vous encadrez différents types de motards. Quel est votre rôle exactement et quelle est un peu votre relation avec le Club 14? Alors déjà pour ma part, j'ai toujours aimé permettre aux enfants d'accéder à la moto. Donc on a fait une école de pilotage qui est déjà à la base pour initier les enfants, tout enfant. On est ici d'ailleurs présent en partenariat justement avec Club 14 pour permettre aux enfants qui sont présents au bol d'or de pouvoir accéder à la moto, pouvoir essayer sur un circuit à côté. Et nous après on a créé l'école Race Experience School parce que le but était de pouvoir permettre aux enfants de venir faire de la moto comme aujourd'hui on joue au football. Ça va leur permettre d'acquérir une expérience, quel que soit le demain. Ça peut être un futur champion, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va rouler sur la route. Et aujourd'hui, on le sait très bien, quand on apprend dès le plus jeune âge, eh ben on acquiert aujourd'hui une expérience qui est complètement différente sur la route. Serge, c'est important ça aussi, hein. On parlait de passion, mais aussi de transmission. C'est ce que fait Sébastien au travers de son école. Et c'est aussi pour vous important parce que, comme le dit Sébastien, les jeunes d'aujourd'hui feront peut-être les futurs motards de demain. Et pour vous, c'est important d'être présent dès le plus jeune âge. Tout à fait. De toute façon, il y a un continuum de formation. Et on sait que ce sont les premières étapes de la vie où c'est là où votre cerveau est capable d'absorber un certain nombre de choses et qui vous resteront tout le temps. C'est là où on apprend à marcher, c'est là où on apprend à faire du vélo. Et ben on peut apprendre à faire de la moto. Et c'est pour ça qu'on souscrit complètement et qu'on supporte ce type d'initiative. Après, je pense que ces périodes de formation, et en particulier en moto, puisqu'on n'a pas de carrosserie, on est dans des environnements qui sont forcément entre guillemets plus dangereux, et ben il faut accepter d'aller en formation de manière régulière. Et c'est pour ça aussi que Club 14 accompagne les adhérents avec des propositions de manifestations sur des circuits pour continuer à apprendre et se faire plaisir. Au niveau de votre école, Sébastien,
Comment ça se passe la répartition pour les jeunes que vous recevez? Il y en a beaucoup qui, entre guillemets, rêvent de MotoGP. On sait que votre fils fait aussi de la compétition, qu'il était d'ailleurs l'un des premiers sociétaires. Ça aurait été dommage que ça ne soit pas de votre école. Mais les parents qui vous confient leurs enfants, c'est avant tout pour de la formation ou éventuellement un projet futur en compétition? Alors nous, ce qui est sympa, c'est qu'on fait plusieurs salons. On est présent sur plein d'événements, dont des événements qui ne sont pas forcément dédiés à la moto. Le but, c'est de permettre de faire découvrir aux parents, mais aussi aux enfants. Après, on a créé aussi une école de pilotage qui est un peu atypique, puisqu'aujourd'hui, un enfant arrive chez nous, jean basket, on l'équipe de la tête aux pieds. On a tout style de moto aujourd'hui pour pouvoir lui permettre déjà de développer et de travailler autour de la moto. Donc aujourd'hui, on a de la moto éducative et on a de la moto pour du perfectionnement. Aujourd'hui, c'est vraiment bien parce qu'on a des enfants qui sortent de chez nous et qui commencent à atteindre le haut niveau. Donc c'est une image qu'on est fier, on est fier de montrer. Mais aussi, on a des enfants qui viennent faire de la moto, peut-être qu'une fois chez nous, mais aussi aux parents aussi de leur permettre aussi d'éviter d'investir. Donc aujourd'hui, l'avantage, un enfant, il a 6 ans, il fait une taille bien précise. 2 mois après, il arrive, il fait 1m60, etc. etc. Aujourd'hui, l'équipement, ça coûte très cher, c'est onéreux. Donc aujourd'hui, l'avantage d'avoir des partenaires derrière nous, ça nous permet aussi de pouvoir permettre aux parents d'éviter d'investir sur de la moto parce qu'évidemment, ça coûte très cher comme sport. La sensibilisation dès le plus jeune âge, hein, c'est ce que vous disiez Serge, c'est aussi ce qu'on a vu dans votre Motolab. D'ailleurs, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on est allé voir toute cette exposition de start-up, de nouvelles données, de nouvelles inventions autour de la moto pour la sécurité. On est allé faire le tour de ce Motolab proposé par le Club 14 ici dans le cœur du village. Je vous propose tout de suite de voir et d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs du monde de la moto. Bonjour. Bonjour. Donc le blouson rayé, c'est le premier blouson lumineux pour motard. Il est équipé de dispositifs lumineux à l'avant et à l'arrière. Et l'objectif, c'est d'améliorer la sécurité des motards en améliorant la visibilité. On a plusieurs modes. On a un mode fixe, tout s'active avec le bouton qui est placé ici. Un mode warning qui va clignoter lentement en cas de panne. Et un mode flash qui va être utilisé dans des situations comme l'interfile par exemple. Et c'est pas tout, on a aussi un rappel de feu stop. Donc qui va fonctionner avec un accéléromètre, on n'a pas besoin de le brancher à la moto. Ça va augmenter l'intensité des lumières du dos dès que le motard décélère. Bonjour. Très bien. Alors ce pantalon en fait c'est un équipement de protection pour les motards. Puisque lorsque vous regardez un motard aujourd'hui, de quoi vous vous rendez compte? Il porte un casque, un blouson, des fois un gilet airbag, des gants, des boots, mais au niveau des jambes, il n'y a rien du tout. Et ça fonctionne comment alors? Alors ça fonctionne comment? 2 types de fonctionnement, un électronique, un filaire, qui permettent de déclencher effectivement une explosion, gonflement des airbags et protection du bas. Bonjour. Donc cette application qui aide vraiment le motard ou la motarde sur toutes les étapes. Donc il y a sur la navigation, la protection, l'aventure. Donc la protection, c'est un peu ce qui a rendu Liberty Rider connu. Dans les 3 dernières années, on a déjà sauvé plus de 80 vies. Il y a aussi le suivi de trajet, qui est une des fonctionnalités qui est beaucoup utilisée. Il y a plein d'autres fonctionnalités comme des nouveautés qui viennent juste de sortir, comme par exemple les virages dangereux. Si l'utilisateur arrive trop rapidement ou avec une inclinaison trop importante sur ce virage, il peut être notifié, lui dire attention, tu vas trop vite. J'étais en train de travailler dessus. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous sommes donc Gironac et nous avons un phare directionnel qui s'appelle EZ Night. C'est simple. On va prendre un virage, on va déterminer une trajectoire. Et selon la trajectoire, le module va déterminer automatiquement quelle LED va être éclairée. Démonstration. Le boîtier va s'incliner comme si c'était la moto et vous voyez que les LED ils vont aussi accompagner les mouvements de la moto et la trajectoire. Nous avons également un module qu'on place derrière les casques. Les motards peuvent contrôler les mouvements de cet éclairage seulement avec les mouvements de la tête.
Bonjour. Bonjour. Cosmo Connected, start-up française créée il y a maintenant 3 ans qui développe des dispositifs de sécurité routière pour tous les types de deux roues, que ce soit les deux roues motorisées ou les deux roues non motorisées. Feu de freinage, on fixe à l'arrière du casque sur une petite base magnétique, c'est aimanté. À l'intérieur, on va avoir 2 technologies très simples. La première, c'est un accéléromètre. Dès que je vais freiner, dès que je vais perdre de la vitesse, changer de rapport, ça va s'allumer de manière plus importante. Du coup, je vais réussir à prévenir dans le champ de vision des automobilistes que je suis en train de perdre de la vitesse. Deuxième technologie à l'intérieur, un gyromètre qui va détecter la chute. Salut, ça bonjour. va ? Bonjour. La véritable innovation qu'on a sur ce produit, c'est en fait que l'on a un produit qui aujourd'hui permet d'être installé dans des pneus. Ce produit-là, en fait, assure la réparation dans 80% des cas de crevaison, ce qui signifie en clair 100% des cas de crevaison sur la bande de roulement, puisqu'en gros, le produit va venir s'installer sur la bande de roulement et la protéger définitivement contre les crevaisons. Toute crevaison de moins de 6 mm va être auto-réparée par le produit une fois qu'il est installé dans le pneu. Donc c'est que une prestation d'atelier, qui est distribuée par environ 400 points de vente en France. Bonjour, donc on est AXA Prévention. On est là pour sensibiliser les enfants sur la prévention routière à moto et notamment tous les éléments de sécurité dont on a besoin pour rouler en toute sécurité. Donc on a créé un petit jeu qui est sur tout le village du Bol d'Or avec des défis type chasse au trésor. Ils ont 30 minutes pour réaliser un maximum de défis. Quand ils reviennent, à condition d'avoir fait un maximum de défis, bien sûr, toujours basé sur le thème de la sécurité à moto, eh ben, ils ont une chance de gagner un gilet airbag pour enfants. Voilà. Voilà des découvertes très intéressantes et on l'a vu, hein, Serge, Sébastien, beaucoup d'innovations au niveau de l'équipement et notamment ce pantalon airbag et cette ingéniosité au niveau du blouson lumineux. L'équipement, évidemment, c'est incontournable pour le motard, comme vous le disiez tout à l'heure, Serge. On n'a pas de carrosserie quand on est à 2 roues, donc là, c'est vraiment un point d'importance. Tout à fait, et c'est ce que j'ai apprécié dans ce que vous avez dit sur votre école de formation, c'est qu'il y a la volonté d'améliorer l'apprentissage du pilotage d'une moto, mais aussi il y a une forte sensibilisation sur l'équipement du motard. Et si on a appris à s'équiper quand on va tourner sur circuit, forcément quand on va monter sur une moto, on va penser surtout à ne pas être en tongs et en short, quoi. Donc c'est bien sûr une caricature ce que je raconte. Moi je fais de la moto depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 60 et ça fait à peu près 7 ou 8 ans qu'aujourd'hui je ne roule plus en moto sans mon gilet airbag. Je ne peux plus, c'est-à-dire psychologiquement je ne peux pas y penser. Donc c'est pour ça que nous on accompagne ce type de mesures, parce que la moto, depuis des années, a pris un certain nombre de retards par rapport aux véhicules à 4 roues en matière de sécurité passive. Et c'est pour ça que le Motolab que vous voyez aujourd'hui, on a vu maintenant le pantalon airbag, voilà, c'est formidable. Il va y avoir de plus en plus d'équipements à l'intérieur des motos qui vont être intégrés. Les blousons qui intègrent des LED, c'est tout autant d'équipements qui va favoriser la visibilité de populations vulnérables que sont les motards sur la chaussée. Sébastien, vous qui étiez encore pilote il y a peu, vous avez vu également l'évolution des équipements destinés à la compétition. Selon vous, vers quel axe on va aller maintenant que l'airbag est devenu obligatoire dans toutes les catégories? Quel est l'axe pour vous de développement pour améliorer encore la sécurité du pilote? Je pense que l'airbag, moi je le connais aussi parce que j'ai maintenant un magasin d'accessoires moto aussi, donc c'est quelque chose où je suis sensible et que je vends le plus particulièrement en ce moment, c'est ce qu'on me demande le plus. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui les motards vraiment regardent cette partie d'équipement en magasin. Aujourd'hui, d'avoir un pantalon airbag, c'est un peu la continuité. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des gilets. C'est important de pouvoir essayer de faire un complément de tout ça et d'essayer d'aller encore au-delà sur la sécurité. Moi, je suis vraiment très très sensible à ça aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, c'est important aussi de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Très bien. Merci messieurs, on passe tout de suite à notre rubrique que je sais que vous attendez avec impatience. C'est la rubrique MotoGP Addict où Yann Marian revient sur ce Grand Prix fou de Misano.
C'est parti pour vos plus et vos moins du GP de Saint-Marin avec des réactions de Thomas Marcellino. C'est scandaleux cette intro. Ça va Tom? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Bon, on attaque direct, les plus et les moins, les plus. Fabio Quartararo. Voilà. Excellente, superbe course, encore une fois. Et l'affiche qu'on attendait depuis le début de la saison. C'est vrai. Quartararo versus Marquez. C'était vraiment celle qu'on attendait tous et on l'a eu enfin. Et contrairement à ce qu'on pouvait redouter, Fabio a tenu tête à Marquez. Et quand Marquez l'a passé dans le dernier tour, il a quand même essayé de répondre. Ouais, c'est pour lui montrer. Bon, voilà, ok, gars. La victoire, vraiment, lui tendait les bras. Ouais. On a vu sa déception après la course, mais voilà. Ok, ça sent bon tout ça. Ouais. Dans les plus, alors je le mets dans les plus parce qu'il est apparu dans les moins, c'est Marquez. Je pense que, je répète, moi je suis fan de Rossi, mais je pense que c'est les fans de Rossi qui l'ont mis dans les moins. Je vois pas comment tu ne peux pas mettre Marquez dans les plus. Bien sûr. Voilà, il a gagné, il a maintenant 93 points d'avance. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À chaque fois, on en a fait plusieurs débriefs. Voilà, il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus, et puis surtout, on peut quand même souligner que sans lui, Honda, où est-ce que... Voilà. Là, premier représentant Honda, quand on regarde un peu les autres, là, le week-end a été compliqué. Crutchlow, il a clairement avoué qu'il était c'était compliqué. Nakagami a joué un peu dans le ventre mou, comme on dit. Et puis Lorenzo, voilà, on voit que Lorenzo, c'est compliqué depuis son retour. Il souffre encore un peu. Je pense, en discutant avec d'autres journalistes en salle de presse, qu'il peut aussi avoir peur. Quand on se casse une vertèbre, c'est compliqué de remonter sur une MotoGP. Mais il revient progressivement, mais ça reste. Je pense que la fin de saison va être compliquée. Okay. Donc voilà, et donc Marquez, 93 points d'avance. Ouais. Plus grosse avance au championnat après 13 courses depuis 2005 entre Rossi et Biaggi. Donc le titre lui tend les bras et pourquoi pas en Thaïlande. On va parler d'autre chose à la fin par rapport à Marquez. Voilà. Dans les moins, les Ducats inexistantes. Dovizioso, Petrucci, il y avait aussi Pirro qui était en wildcard. Qu'est-ce qui se passe là? Là, clairement, ce week-end, ils ont souffert d'un manque de grip sur le tracé qui a été un petit peu nettoyé avant le test, je crois. Et donc, c'était compliqué pour les Ducati. Au WD40, le truc. Donc, du coup, pas de grip. Et donc, en course, aussi bien Dovi que Petrucci ont lutté. Pirro, lui, est parti à la faute. Et donc, du coup, sa course a été avortée prématurément. Mais du coup, voilà. C'est clair que pour un circuit sur lequel ils avaient gagné l'année dernière et fait la pole position, on s'attendait à mieux. Je vais à un deuxième moins, je le mets moi, c'est peut-être plus le supporter qui parle. Rossi, il était bien dès le début, vendredi, je le sentais bien, je le voyais en bagarre devant et en fait, quatrième, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose peut-être, oui et non. Okay. Moi, je suis quand même convaincu que les Yamaha, là, sur ce circuit, elles étaient quand même bien. On a 4 Yamaha dans le top 5, c'est arrivé qu'une seule fois auparavant. C'était en Aragon en 2012, dans l'ère MotoGP, j'entends. Et donc, du coup, les Yamaha étaient là. Après, effectivement, Rossi doit encore jouer des coudes pour pouvoir... Il a perdu du temps, entre guillemets, à suivre, à se débarrasser de Morbidelli. Et du coup, ça a peut-être conditionné un peu sa fin de course. Mais il reste là, c'est un homme du dimanche, et on l'a encore vu, il est au pied du podium, encore une fois, parce qu'il était au pied du podium à Silverstone également, donc on verra sur les prochaines courses, mais c'est vrai que, on espère quand même un peu mieux de Rossi, quoi, surtout à domicile. Pour finir, c'était pas non plus la course de l'année, je pense que pendant on était au taquet, parce qu'on est français, mais c'était pas la course de l'année, donc on espère de la bagarre à Aragon, on verra ce que ça donnera. Tout à fait. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie. Et à bientôt, à Aragon la semaine prochaine, quoi, hein. Allez, bisous, ciao. Merci à Yann Marian pour cette vision un peu décalée du Grand Prix de Misano. Et on accueille un nouvel invité, en la personne de Stéphane Clerc, le directeur général du circuit Paul Ricard. Merci de nous rejoindre. Stéphane, on parlait avec Serge du partenariat avec le Bol d'Or. Vous, c'est un partenariat qui vient juste de s'étendre, on l'a appris. Le Bol d'Or reviendra jusqu'en 2023, si je ne dis pas de bêtises, sur le circuit du Castellet. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord avec les organisations La Rivière? Oui, c'est un plaisir d'avoir pu gagner 50 plus de Bol d'Or ici au circuit Paul Ricard. C'est assez naturel pour nous, le Bol d'Or, c'est son endroit, j'allais dire, c'est là où il doit avoir lieu parce que c'est là où il a eu le plus longtemps lieu et dans l'histoire du circuit, c'est une manifestation qui est très importante. Donc signer 5 ans, ça donne de la visibilité à tout le monde, les organisateurs, nous le circuit, mais également pour les spectateurs qui peuvent désormais réfléchir à venir organiser leur semaine de vacances et d'été indien ici dans le sud de la France.
justement l'arrivée du bol d'or après les périodes fastes de 78 à 99. Est-ce que ça vous a, je dirais, obligé à revoir votre approche de la compétition? Puisque avant, on le savait, c'était un circuit de test. Hein. C'est ce qu'avait voulu Bernie Ecclestone lorsqu'il avait racheté le complexe. Est-ce que ça vous a entraîné dans des changements au niveau de l'approche même de la compétition de roues? Oui, évidemment, ça nous a servi beaucoup, je dirais, même pour la Formule 1, puisque en matière de public, c'est quelque chose d'important de savoir accueillir le public, et puis sur la piste, de savoir gérer une compétition et un championnat du monde qui plus est. C'est quelque chose qui fait apprendre et qui fait évoluer. Donc je remercie beaucoup finalement les éditions La Rivière d'avoir imaginé revenir ici, parce que ça nous a réouvert les portes de la compétition au plus haut niveau. Alors, il y a de la compétition, mais pas que. Vous organisez aussi, via des prestataires, des séances de roulage ici pour les motos. Alors, on en parlait tout à l'heure avec l'invité précédent, Sébastien Gimbert, et en compagnie de Serge Morelli, le président du Club 14. Comment vous les accueillez, ces entre guillemets, clients ou ces motards grand public? Est-ce qu'ils sont déjà bien équipés? Parce que ça, on en parlait tout à l'heure, et on parlait justement de l'airbag. Est-ce que vous avez senti une progression dans l'équipement des pilotes qui viennent profiter de votre complexe? Alors, je crois que ceux qui viennent rouler sur le circuit sont les mieux équipés. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une notion de sécurité qui intervient tout de suite, et il ne viendrait pas à l'idée d'un pilote de venir sans équipement. On le contrôle parce que réglementairement, il y a des choses qui sont obligatoires. Les gants, la dorsale, la combi, le casque, évidemment. Mais on constate que de plus en plus, il y a des efforts, soit sur la qualité des équipements, soit sur la modernisation de cela, et l'airbag en particulier, qui a tendance à se généraliser chez ceux qui pratiquent. Merci beaucoup Stéphane. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent bol d'or pour vous et toutes vos équipes. Merci. Merci Stéphane. Voilà, on accueille maintenant un nouvel invité en la personne de Vincent Thomeray, le directeur général de Yamaha Motor France. Bonjour Vincent, bienvenue dans ce cadre du 83e bol d'or. Alors depuis le début de l'émission, on est avec Serge Morelli, on parle d'innovation, de sécurité, de protection du pilote, mais c'est un chapitre qui vous concerne aussi, vous qui êtes constructeur évidemment de motos. Le plus bel exemple récent pour Yamaha, c'est la Nikon avec cette machine à 3 roues. Est-ce que c'est un axe de développement futur et encore en pleine expansion pour Yamaha? Tout d'abord, bonjour Eric, bonjour Serge, bonjour à tous. En effet, c'est un axe, mais il y en a tant d'autres. Cette Niken, puisqu'on dit Niken, on le prononce à l'américaine, c'est un tout nouveau véhicule 3 roues qui a démontré maintenant depuis quelques temps des capacités extraordinaires. Mais si vous regardez bien, à travers les expériences que Yamaha est en train de réaliser, on a même au Japon Motoroid qui est une moto qui arrive à se redresser de sa béquille et qui arrive à tenir debout toute seule. Nous avons également un travail qui s'appelle Motobot. Motobot, c'est ce fameux robot qui essaye de battre Valentino Rossi et qui nous permet donc d'aller dans le monde des capteurs, dans le monde de l'analyse, l'intelligence artificielle, et petit à petit d'aller presque aussi vite dans certains virages. En tout cas, l'analyse montre aujourd'hui qu'il bat Valentino Rossi. Et donc on peut imaginer, si vous regardez, vous laissez partir un peu l'imagination, vous partez d'un 3 roues comme Niken, vous partez de cette centrale inertielle qui a même d'aujourd'hui de série sur une R1M qui analyse les mouvements de la moto dans 6 axes, vous partez de cette Motoroid, vous partez de Motobot, et vous pouvez vous dire qu'à une échéance plus ou moins courte, on l'espère, on est capable de proposer une moto qui ne tombe plus. C'est ce qu'on évoquait avec Serge, entre guillemets tout à l'heure, le retard entre le monde du 2 roues et le monde du 4 roues. Les véhicules communicants également, on sait aujourd'hui que les constructeurs automobiles travaillent énormément sur la communication, la prévention d'un accident à proximité du lieu où vous vous déplacez. Est-ce que ça aussi c'est un axe de recherche pour vous, la communication? Je sais qu'il y a eu des groupes de travail entre constructeurs automobiles et constructeurs de 2 roues. À quel niveau on en est à Alors il y a en effet au niveau européen un consortium entre guillemets de 3 constructeurs que sont BMW, Honda et Yamaha, et qui travaillent justement. C'est un deuxième axe de réussir à communiquer et de donner une information, une fois de plus grâce à l'intelligence artificielle, de réussir à donner une information parce qu'un autre véhicule, on sait qu'il y a un autre véhicule qui est en approche d'un croisement, etc. et qui permettrait d'anticiper une manœuvre de ralentissement ou de freinage. Donc ça, c'est aussi une autre piste qui est faite, et là pour le coup, où il y a 3 constructeurs qui travaillent main dans la main avec l'automobile de ce côté-là.
Alors, vous, pour Club 14, Serge, est-ce que ça vous arrive, même si vous n'êtes pas forcément lié avec une marque en direct, est-ce que vous prenez des informations chez les importateurs, chez les constructeurs, comme les marques japonaises, les marques européennes? Est-ce qu'il y a un échange pour, entre guillemets, donner une ligne de travail, un cahier des charges pour le futur? Ou est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez, par exemple? Non, je dirais que d'abord, moi je suis très heureux de la tendance de fond qui est en train d'arriver dans le domaine de la sécurité passive sur les deux roues. Parce que quand on regarde effectivement par rapport à l'industrie automobile, je pense que vu des deux roues, on est en retard sur cette sécurité passive. Et ce que vous avez relevé avec les 3 constructeurs qui se sont associés aujourd'hui, je pense que ça va vraiment dans le bon sens parce que c'est quelque part la responsabilité de chacun. Les constructeurs de motos, les pilotes, les assureurs, tous les acteurs, les équipementiers, qui va favoriser à la fois la sécurité passive et la sécurité active. Parce que la sécurité active, c'est aussi de bien s'équiper. Si à terme, j'ai une moto de plus en plus stable, si à terme, j'ai des pilotes qui sont de plus en mieux protégés, eh ben, je peux avoir le même niveau de protection qu'un conducteur d'un 4 roues. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, tout en continuant à avoir la passion de pilotage. Moi, par contre, j'ai pas envie d'une moto qui se pilote toute seule. Oui, c'est ce que j'allais dire pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent. À partir de quelle limite on doit s'arrêter pour un constructeur? Parce que j'imagine que votre bureau R&D doit déborder d'idées. Et quand on voit effectivement les vidéos qu'on a vues avec le robot sur la piste, bon, évidemment, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça, mais on est prêt à faire une machine autonome. Oui, alors c'est vrai qu'on se dit que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Parce que d'abord et avant tout, notre plaisir, c'est quand même de les emmener. Voilà. Pousser le bouchon jusqu'à dire, je vous vends même le robot qui vous conduit votre machine pour vous, c'est pas vraiment le sens. Merci Vincent. On va rester sur le chapitre de la sécurité puisqu'on va vous proposer un très court extrait de la longue interview que nous a consacré Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. Je vous propose d'écouter quelques morceaux choisis et vous retrouverez l'intégralité de cette interview. Il y en a pour 25 minutes, donc vous verrez, c'est très intéressant. Un peu plus tard dans la semaine sur la page de Sans Concession, mais tout de suite un petit extrait pour vous donner la primeur de cette interview. La tendance est plutôt positive, mais elle l'est moins que pour les autres véhicules. Elle représente, bon an, mal an, plutôt mal an d'ailleurs, 20% des morts, alors qu'on estime que c'est à peine 2% du trafic. Donc c'est considérable. Ce qui est surtout le plus préoccupant, c'est qu'il y a près de la moitié des accidents graves de corporels qui impliquent des deux roues motorisées. Je pense qu'il y a un risque intrinsèque aux deux roues motorisées qui est supérieur, enfin, ou à la moto, parce qu'on n'a pas de carrosserie, parce que la moindre chute peut être extrêmement dangereuse, même à basse vitesse. Donc je pense que c'est plus difficile d'obtenir des résultats. Maintenant, il ne faut pas non plus ne pas se réjouir des légers qu'on a obtenus. Ça reste, de mon point de vue, des chiffres encore beaucoup trop élevés. Et il y a quand même certainement moyen de les améliorer. En tout cas, c'est à quoi on s'essaye à la délégation à la sécurité routière. D'abord, on va créer un code spécifique pour les motards qui permet, si vous voulez, de passer beaucoup plus de connaissances vraiment moto dans le code. Et l'idée, c'est que justement, les questions qu'on posait au bord de la piste du plateau, on les supprime grâce à ça, en fait. Ce qui permet de gagner plus de temps pour évaluer la performance du motard, à la fois sur le plateau et surtout sur la route, qui reste encore le parent pauvre de l'examen aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à peu près 90% de réussite à l'examen route de la moto, ce qui est à l'évidence quelque chose de surprenant. Et on voit que cet examen est très court, qu'il est très formaliste, en fait. Et puis ensuite, on va essayer surtout d'y incorporer la trajectoire de sécurité qui est pratiquée par les motards de la police et de la gendarmerie. Il y a des trajectoires qui sont prises à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'on fait des trajectoires circuits alors qu'il faut faire des trajectoires route. Quelqu'un qui vient de passer le permis moto, il doit juste comprendre qu'il a eu, dans un premier stade, un permis de se tuer ou un permis de mourir. Il faut vraiment être très prudent avec ça, il faut être modeste. Donc je pense que tout ce qui est stage de suivi, il y en a différents qui sont organisés, moi j'en ai testé beaucoup, eh bien ça enseigne énormément et ça enseigne surtout la modestie. Alors, l'airbag, ça reste un équipement un peu coûteux.
Et donc, ce qu'on voudrait, c'est pousser à l'acheter. Mais je le dis tout de suite, et vraiment de la façon la plus formelle, on n'obligera jamais à porter l'airbag. C'est trop cher. Et donc, ça s'oppose à un usage social du deux roues qui est un moyen de transport bon marché, en fait. Et ce qui fait qu'on s'est engagé dedans, c'est évidemment l'engagement des pouvoirs publics, puisque aujourd'hui, les équipements des policiers, des motards, des douaniers, enfin tous ceux qui font de la moto pour l'État, ont tous un airbag obligatoire. Il y a 4 ans, on a autorisé dans 4 agglomérations l'interfile, qui était l'air de rien très important parce que ça permet à un motard qui a un accident en interfile, s'il a manifestement respecté les règles, d'être assuré, hein, c'est pas rien, et a permis surtout d'enseigner aux jeunes qui passent le permis voiture comment se comporter par rapport à un deux roues en interfile. La communauté moto doit un peu s'emparer de son propre sujet, parce que sinon, il y a un rejet très fort des automobilistes. Ils sont terrorisés, en fait, par ces motards. Il faut essayer de veiller à nos relations avec eux. Il ne faut pas être agressif, pas faire ces grands gestes, comme on voit des fois certains faire. Je pense qu'il y a des moyens d'être agréable en moto avec les automobilistes, et qui très souvent, spontanément, vous laissent passer, se poussent, etc. Et souvent, ceux qui ne nous regardent pas, alors bon, ceux qui sont au téléphone, c'est exaspérant, et on va lutter contre, hein, évidemment, mais je pense qu'il faut essayer, voilà, de se comporter bien sur la route, et aussi quand on est motard. Je pense que la cohabitation sereine est possible, il n'y a pas de difficulté. Voilà, nous accueillons un nouvel invité en la personne de Philippe Monneret. Vous le connaissez forcément dans l'émission Sans concession puisqu'il est venu à plusieurs reprises. Et ça ne sera certainement pas la dernière où on aura le plaisir de l'accueillir. Ça dépend si c'était sympa. Voilà, et si tout fonctionne. Et Serge, je voulais un petit peu que vous réagissiez par rapport aux propos d'Emmanuel Barbe qu'on a entendu. Hein. C'était juste un court condensé. On sait que c'est une personne qui fait 10 à 12 000 km par an de moto, mais on sent qu'il y a quand même une vraie envie d'appuyer là où ça fait mal, et encore une fois sur la sécurité, sur l'équipement des pilotes et sur certaines choses à venir. Et pour vous, c'est quand même important aussi. Ça reste très important. Alors j'allais dire peut-être au-delà des mots qui peuvent être un peu caricaturaux, mais quelque part pour réveiller, on est avec des chiffres qui restent assez hauts et qui ne bougent plus en termes de nombre de tués et en termes de nombre de blessés sur des deux roues. Donc nous, on ne peut qu'accompagner le mouvement sur le sujet d'une meilleure sécurité passive comme une meilleure sécurité active. Ça veut dire quoi ? Et bien en particulier, c'est pour ça qu'on est heureux de continuer à supporter au niveau du Conseil national de la sécurité routière quelques idées novatrices auprès des constructeurs automobiles, auprès des équipementiers. Et finalement, c'est ce qu'on a fait avec Philippe en 2014. On a été les premiers à sortir les 14 propositions pour la moto. Il y en a un certain nombre qui ont été retenus, hein, comme l'équipement des gants, qui était vraiment une très bonne chose parce que ça a permis de sensibiliser les choses. On avait poussé à l'époque la formation de 7 heures pour les 125 cm3. Bon, alors on est en France. Tout ça, ça date de 2014, ça a mis 5-6 ans à se mettre en place, mais au final, ça se met en place, et ça, c'est peut-être le signe un peu positif que je veux voir là-dedans. Vous, Philippe, vous n'êtes pas le temps passé, c'était avant 2014. D'accord. La formation 125. Parce qu'elle a commencé en 2011, celle. Les 14 propositions. Voilà. 14 mais en 2014. Pour vous, Philippe, vous qui êtes un acteur de la sécurité, vous avez une moto-école bien évidemment, vous les percevez comment? La perception de la moto près des pouvoirs publics aussi que vous côtoyez, elle est comment aujourd'hui? Entre guillemets, le monde moto compte dans les décisions qui sont prises, ou est-ce qu'on fait des réformes pour faire des réformes? Alors, vous me prêtez des connexions qui n'existent pas. Hein. Moi, je ne fréquente pas trop et je ne vais jamais dans ces comités-là, parce que c'est des gens qui font des réformes surtout pour exister eux-mêmes, pas pour souvent faire avancer les choses. Nous, dans nos 14 propositions, on avait été voir des gens quand même plutôt qui voulaient aller dans le bon sens. Et quand on parle sécurité moto, il y a quand même... C'est normal que la moto, il y ait toujours un peu plus d'accidents. On est plus fragile. Donc, on a beaucoup travaillé sur la voiture. Il n'y a pas besoin d'être énarque pour comprendre que dans une voiture, c'est quand même un peu plus facile de trouver des solutions. Là, à moto, c'est compliqué en plus de conduire une moto. J'aurais tendance à dire qu'une moto, ça se pilote. Il y a le regard, tous les membres travaillent en même temps. Il faut quand même avoir un sentiment de confiance. Il faut s'occuper énormément de l'adhérence. Les automobilistes ont perdu cette notion. Voilà, c'est assez complexe une moto. Donc vouloir calquer la sécurité moto sur la sécurité voiture et avoir les mêmes résultats, ça sera impossible. Voilà. Quant aux délégués, bon,
il essaye de faire des choses, bien sûr, mais quand il nous parle par exemple de ces nouvelles trajectoires, on dirait qu'il découvre quelque chose. Les trajectoires, nous on les enseigne, et la trajectoire sur circuit n'est pas tout à fait la même, parce que sur la route, il faut être vraiment en dessous de ce qu'on peut faire, surtout dans les virages à gauche, où là on peut pas, on croise les autres. Et quand il nous dit que la trajectoire circuit c'est l'inverse, c'est pas vrai, sauf que le circuit c'est un moyen, c'est un outil de travail pour pouvoir travailler justement la technique en dehors de la circulation. Tout ça, il y a un monde qui se heurte, c'est le monde des technocrates. Et quand Serge parlait de la France, c'est un monde qui nous freine, je dirais plutôt qui nous sert, et le monde des gens qui sont là, et parce que 12 000 km par an, d'accord, moi je connais, mais parce qu'il a fait sa formation 125 chez nous. Donc vous voyez, il a quand même moins d'expérience que nous, on va dire. Et c'est lui qui prend les décisions. Donc voilà, même si je m'entends très bien avec lui, mais il faut de temps en temps, et c'est trop important, je dirais, la sécurité moto pour laisser ça aux politiques. Il faut laisser ça aux professionnels. Et ça ira beaucoup mieux. Alors on parlait justement, avant que vous nous rejoigniez, Philippe, avec Serge, notamment de tout ce qui est Motolab, équipement, nouvelles innovations. Vous, comment vous le percevez par rapport justement à vos nouveaux, entre guillemets, motards qui arrivent vous voir, puisque vous faites de la formation, vous faites passer des permis. Est-ce qu'il y a une vraie sensibilisation aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a quand même été aberrant d'être obligé d'amener à ce que ça soit obligatoire de porter des gants. Mais alors, les gants, c'était plus aussi, bien sûr, moi je ne peux pas, si je fais de la route, de la ville, je vais mettre des gants. Mais en revanche, c'était aussi pour amener cette clientèle de 125 voilà, chez les concessionnaires, chez les équipementiers, pour qui comprennent que rouler en moto équipée ou en deux roues en moto, c'est super équipé, c'est super important. Voilà, c'était pour ça aussi. Mais les gens qui arrivent maintenant, ici au Bol d'Or, c'est beaucoup de passionnés. Ouais, c'est on est parmi les conquis, des purs et durs qui ont le dernier blouson, voilà. Mais il y a toute une frange, nous on les voit arriver, qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas du tout la compétition et à qui il faut tout apprendre. Mais c'est notre boulot, nous, on est très contents de le faire. Et parce qu'on amène des nouvelles personnes, et puis peut-être on va en faire des nouveaux passionnés. Parce que la moto, c'est quand même peut-être le dernier engin qui existe de liberté. Voilà. Donc il faut garder aussi ça. Et c'est compliqué de surfer entre la sécurité absolue. On parle de ça en compétition maintenant. Hein. Quand il y a quelqu'un qui se tue en compétition, mais la course, ça comporte des risques aussi. C'est ça. Donc c'est toujours très compliqué de surfer entre la passion, la raison et la sécurité. Merci Philippe. On en revient sur les derniers propos à la conclusion de l'émission. Serge, la passion pour la vie. Exactement. La signature de Club 14, on est content de l'avoir. Quand on aime la moto, c'est pour la vie. Eh ben, merci Serge. Et regardez, un bon motard, c'est un vieux motard. Et regardez, il est toujours là. Merci à vous. Merci Serge, merci Philippe. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession.